50% des campagnes en gré à gré des Échos qui incluent une composante data. Donc c'est énorme et c'est en croissance en fait chaque année. Sur Le Parisien, on le voit aussi où ça décolle. C'est un peu inférieur encore, mais ça décolle. Et puis ça nous permet d'avoir des CPM qui sont augmentés de 10 à 30% quoi, selon le ciblage. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, on va parler de data, on va parler de données avec Violette Chaumier. Violette, bonjour. Bonjour. Violette, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es la Chief Data Officer du groupe Les Échos Le Parisien. Exactement. Membre du COMEX depuis avril 2022. Mm-hmm. Donc, ce qui est aussi déjà important, je le rappelle, non pas juste pour montrer tes titres, mais surtout pour montrer l'importance de la data et, dans ce groupe. Et là, vraiment la preuve que les données et le pilotage sont un enjeu d'avenir pour les médias. Exactement. Donc voilà, on va aujourd'hui, comme je disais, parler data. Tu vas parler data, puisque c'est un sujet que tu maîtrises. Tu me disais, tu es un peu la traductrice et ton rôle, c'est un peu d'expliquer tout ça. Donc c'est parfait, parce que c'est un peu aussi le rôle que je veux pour Mediarama, vulgariser, expliquer, que les gens puissent comprendre ce qui se passe, que vous avez appris, vos apprentissages, c'est important. On commence tout de suite par petite carte d'identité, Les Échos, Le Parisien, ce qui permet toujours de situer. Alors évidemment, tout le monde connaît, donc on ne va pas lui passer des heures dessus, mais quelques données, si tu les as, sur combien d'abonnés papier versus le numérique. Est-ce que tu peux nous faire, et les visiteurs uniques, la petite carte d'identité data du groupe. Oui, alors déjà peut-être quelques indicateurs sur le groupe. C'est un groupe qui est composé de 1600 collaborateurs avec de grosses rédactions, puisqu'il y a près de 700 journalistes dans le groupe, et qui a aussi une très forte dimension tech. On a 200 personnes qui travaillent dans la tech, donc soit au sein des directions numériques du groupe, soit au sein du pôle data. C'est un groupe qui réalise à peu près 400 millions de chiffre d'affaires, et 35% de ce chiffre d'affaires-là vient du numérique. Donc soit par la publicité, soit par les abonnements numériques. Et c'est un chiffre évidemment qu'on regarde de très près et qui a tendance à croître. Juste pour préciser aussi les activités du groupe Les Échos Le Parisien, il y a évidemment les deux marques étendards du groupe que sont Les Échos Le Parisien, mais aussi il y a beaucoup d'autres marques qu'on connaît parfois moins, Boursier par exemple, Investir, Les Échos Start, Les Échos Capital Finance, et puis on a Radio Classique. Qui marche bien, j'ai l'impression de voir des posts sur LinkedIn de Pierre Louette qui disait que c'était la première radio musicale. C'est exactement ça. Ouais. Puis on a un pôle musique classique au-delà de la radio classique qui s'est enrichi avec Medici Télé, avec Mezzo, et puis avec EuroArts récemment, ce qui fait de nous un délit. Mezzo une partie de Mezzo, c'est une joint venture. Et puis on a donc racheté Medici Télé et puis EuroArts récemment, ce qui fait de nous un leader européen sur la partie musique classique en fait. Ça on l'ignore. Et à côté de ces activités médias, on a évidemment une régie très importante, très forte, et puis un pôle diversification avec un certain nombre d'événements qui sont organisés. Je pense par exemple au Salon Go Entrepreneur, Investir Day, et puis aussi Vivatech. Et Vivatech, exactement, c'est celui-là par lequel j'allais terminer, avec Publicis. Ouais, qui est un bel événement qui aura lieu en juin. J'ai plus la date. La deuxième semaine de juin. C'est ça, ouais. Écoute, je pense que l'épisode sera sorti au moment où les gens entendent ça. Vous pouvez encore vous inscrire à aller à Vivatech. Et effectivement, historiquement, vous êtes assez bon sur l'événementiel, notamment les Échos. Je sais qu'il y a toujours cette perception dans le marché que les Échos sont très bons sur l'événementiel. Tu pourras peut-être nous en dire un peu plus. Enfin, même si c'est pas l'objet principal de cet épisode. En termes de visiteurs uniques, tu connais un peu Ouais, alors en termes de visiteurs uniques et peut-être d'abonnés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un groupe aujourd'hui qui, quand on agrège l'ensemble de nos activités, compte près de 500 000 abonnés en France. 500 000 abonnés en cumulé sur toutes vos marques, abonnés payants. Exactement, ouais.
abonnés payants sur l'ensemble de nos marques. Alors, si on veut faire un focus peut-être qui t'intéresse peut-être plus, que ce soit sur Les Échos ou Le Parisien, côté Les Échos, on a à peu près 100 000 abonnés aujourd'hui, et 70% des abonnés aujourd'hui sont numériques. Et côté Le Parisien, on est autour de 130 000 abonnés et 66 000 abonnés numériques. Donc c'est énorme. Et donc, maintenant, sûr, sur Le Parisien, qui est historiquement un grand média de papier, on voit qu'on a maintenant près un abonné sur 2 qui est un abonné numérique. Voilà. C'est un national, quoi. Exactement. Et après, on a, donc en termes de visiteurs uniques, de près ou de loin, il y a à peu près un Français sur 2 qui est en contact avec une de nos marques chaque mois. On a autour de 22 millions de visiteurs uniques sur nos différentes marques. Et puis, on va même un peu au-delà si on agrège les auditeurs de radio classique, etc. Ouais, vous touchez du monde, c'est un gros groupe. Donc effectivement, c'est pas que Les Échos, Le Parisien, et ça touche tout le monde. Forcément, toute une plateforme comme ça, des chiffres qui peuvent être vertigineux en termes, en tout cas d'audience, d'abonnement. Ça génère quoi comme en termes de données? Juste là, rapidement, comme ça, en question, c'est quoi ces données? Moi, les données que je traite, et donc celles dont je peux parler, par exemple, c'est, je sais pas, on a une base aujourd'hui de contacts uniques d'environ, si je dois donner une fourchette, peut-être entre 7 et 10 millions de contacts uniques. Donc qu'on est capable de contacter. On gère au sein de notre base de données peut-être, je sais pas, 20 téras de données. On envoie un peu plus d'1 milliard d'emails par an. Ouais. Voilà, c'est ce genre d'indicateur que je peux. Mais c'est marrant, donc c'est effectivement assez énorme. Quand tu arrives dans ce groupe, à quoi ça ressemble en termes de données? C'est déjà un groupe, de données de structuration, de pilotage et d'utilisation de la donnée. C'est déjà un groupe qui est très mature, bien organisé. C'est un gros chantier. Alors, non, je ne pourrais pas dire que c'est un groupe mature, et d'ailleurs, je ne sais pas si je le dirais vraiment non plus de la situation actuelle. Aujourd'hui. On a bien progressé, c'est sûr. Mais en 2018, quand j'arrive, c'est une équipe qui est relativement petite. Il y a 5 personnes. L'équipe a été créée par une personne qui venait de la régie, donc l'équipe travaillait essentiellement sur des problématiques publicitaires, exactement. Ouais. Et puis en termes d'outils, on avait beaucoup d'outils. Donc depuis, on a bien rationalisé le nombre d'outils, et surtout beaucoup d'outils qui étaient des outils qui étaient hébergés chez des prestataires externes. Donc on avait un accès qui était compliqué aux données, en tout cas qui n'était pas immédiat. Et donc là, ça a été un des gros chantiers de ces 3 dernières années, c'était de réinternaliser. Exactement. Ouais. Et comment on arrive à comprendre mieux nos données. Et ensuite, toute la partie, évidemment, qu'on a commencé vraiment à mettre en place il y a 3 ans autour de modèles de machine learning. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait et donc ça, c'était ta roadmap en arrivant en 2018. C'est une petite équipe fragmentée, des outils chez des prestats donc qui coûtent cher et vous n'avez pas forcément les bons accès. Et c'est comment on invente, comment on réorganise et on internalise tout ça. Vous avez au final, donc là, c'est le moment un peu où on parle de la fameuse stack, un peu quels outils vous utilisez. C'est des outils que vous avez développés, c'est des outils sur étagère. Alors, on a, si je dois le faire un peu, de manière vraiment macro, on a un cloud Google, comme pas mal de monde. Mais ça, c'était un chantier technique énorme qu'on a lancé, évidemment, en plein Covid, en mars 2020. Donc, c'était épique, mais on est bien arrivé. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience à l'époque, il ne se passait pas Voilà, c'est ça. Donc, c'était vraiment un gros challenge, là. On a eu des difficultés, mais on s'en est très bien tiré. On en a profité également pour changer notre outil de marketing tool automation. Donc, on est passé sur Adobe Campaign en même temps, alors qu'on avait deux outils avant. Donc, c'était une rationalisation complète de cette partie-là aussi. Et puis après, on utilise les classiques, je dirais, des médias, donc AT, Internet, GA, évidemment. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? En outil de BI, on utilise ClickSense. Et voilà, en gros. Et est-ce que vous avez, alors c'est entre une DMP, une CDP, je ne sais jamais comment vous appelez ça, la donnée unique, enfin l'utilisateur unique, alors c'est stocké sur cloud, sur Google Cloud Platform, mais quel outil il y a pour réconcilier un peu la donnée et avoir un profil unique? Est-ce que vous appelez ça une DMP, une CDP, alors CRM, on a une DMP, on a une DMP qui est effectivement qui interagit avec notre Customer Data Platform, donc qui est GCP. Effectivement, et donc ça en fait cet identifiant unique, si tu veux, aujourd'hui ça a été un des moteurs en fait pour et un des objectifs de la création et du passage sur GCP. C'est une donnée qu'on a, c'est une donnée qu'on n'exploite pas encore correctement.
C'est-à-dire que la donnée, elle existe techniquement, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable encore de te dire, et c'est un des objectifs, un des grands objectifs d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver à identifier de manière très claire quels sont, par exemple, mes 100 clients à valeur pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire quels sont ceux qui m'ont rapporté le plus d'ARPU, parce qu'effectivement, ils sont peut-être abonnés à certaines de nos marques médias, mais aussi parce qu'ils participent à des événements, à des salons. Et ça, t'es pas capable aujourd'hui parce que manque de temps, de ressources ou d'avoir le bon outil, parce que donc ça, c'est un peu de la segmentation. C'est de la segmentation, ouais. Voilà, c'est être capable. Parce que là, tu me dis toute cette donnée, vous l'avez, elle est dans un endroit unique. Alors peu importe comment elle est, ouais. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à l'exploiter Parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire. En fait, notre passage sur le cloud, il date de 2020, 2021. Il a fallu encore, évidemment, il y avait pas mal de choses à mettre en place, notamment gérer tous les envois newsletters de différentes marques, tous les programmes marketing, etc. Donc il y a eu une phase d'opérationnalisation qui était un peu lourde. Ouais, faut le dire. T'imagines, sur 8 marques, c'est lourd. Et puis là, c'est vraiment le prochain chantier, c'est d'arriver à faire ça. Donc ça va venir dans les mois qui arrivent. D'accord. Et comment vous êtes organisé justement en termes d'humains, d'équipe, parce que là, c'est des profils un peu marketing ou à cheval entre le marketing et le data scientist. L'équipe autour de la donnée, autour de toi, vous êtes organisé comment ? Alors maintenant, on est 15 personnes. Donc déjà, en 3 ans, on s'est multiplié et c'est une très bonne chose. Et moi, dans mon équipe, j'ai 4 pôles. Un pôle, en gros, web analyse, qui va s'occuper de vraiment bien comprendre les audiences, donner des insights sur quels sont les contenus qui font de l'audience, quels sont ceux qui convertissent et qui produisent des dashboards à destination de tout un tas d'autres équipes du groupe. Et ça, honnêtement, on a vraiment, je pense, cranté beaucoup de choses là-dessus. Et il y a vraiment, maintenant, c'est un outil qui est incroyable en termes de fédération autour d'objectifs, en fait, les dashboards. Ouais. Une fois finalement que les KPI sont bien expliqués. Fixés et que c'est fiable. Exactement, et que tout le monde les comprend et y adhère, en fait, c'est un outil formidable. Alors, je disais en rigolant la dernière fois à quelqu'un de mon équipe qu'après une victoire en Coupe du Monde, il n'y a rien de plus fédérateur qu'un dashboard. Mais en fait, et honnêtement, je ne suis pas loin de le penser parce que maintenant, je vois vraiment au sein de l'entreprise dans laquelle on est que c'est vraiment ça, quoi. Donc ça, c'est un premier pôle qui est très important. Le deuxième pôle, c'est un pôle de data scientist. Donc maintenant, on en a 4 et on a plusieurs modèles de machine learning qui tournent, en particulier sur les problématiques du churn sur lesquelles on reviendra, je pense, un peu plus tard. Ouais. J'ai une partie aussi de mon équipe qui travaille donc, sur la base CRM, donc qui va être responsable vraiment de l'ingestion des flux de données. Et de la mise en place aussi des ciblages intelligents, notamment pour nos programmes marketing. Donc là, on travaille évidemment en lien avec l'équipe diffusion et marketing qui, elle, va nous formuler des briefs et des demandes. Et vous devez le transformer en répondre avec le bon segment, le bon ciblage, quoi. Voilà, traduire leurs besoins en code, en fait. Et puis après, on a un dernier pôle qui est le pôle historique, en fait, une équipe qui est en charge vraiment de la monétisation publicitaire. D'accord, et qui... OK. Voilà. Je voulais voir concrètement, eux, ils font quoi sur la publicité ? C'est de la data sur comportementale ou du contexte ou non, ils sont en lien avec la régie, juste savoir un peu ce qu'ils font. Ouais, alors en fait, ça, c'est une activité qui est hyper importante. En fait, la régie reçoit des briefs ou d'annonceurs ou d'agences. Et dès qu'il y a une couche data, donc, qui va au-delà de simplement « je veux annoncer sur le site des Échos », socio-démo par exemple, mais ça peut être de l'intérêt, ça peut être du contexte, effectivement, plein d'autres choses. Et surtout, on a développé une grosse offre sémantique l'an dernier. Donc ça, sur la marque Le Parisien. Et donc voilà, en fait, tout de près ou de loin, dès qu'un brief arrive avec une composante data, ça arrive dans mon équipe. Et pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a par exemple 50% des campagnes en gré à gré des Échos qui incluent une composante data. Ouais. Donc c'est énorme et c'est en croissance en fait chaque année. Sur Le Parisien, on le voit aussi où ça décolle. C'est un peu inférieur encore, mais ça décolle. Et puis ça nous permet d'avoir des CPM qui sont augmentés de 10 à 30% quoi, selon le ciblage. Donc ça, c'est le travail qui paye quelque part. Vous avez fait cet effort de bien qualifier, de bien récolter cette data en étant capable de bien l'exploiter. Vous montez vos CPM. Donc tu as un côté très la ROI. Effectivement, c'est sans doute là que la lecture de l'apport de la data est la plus directe en termes de chiffre d'affaires. Ouais, tu peux montrer un peu que tu travailles bien et que ça marche bien ce que tu fais. Tu en parlais justement de ces dashboards. Là, je voulais voir un peu la stratégie data et sur peut-être l'éditorialisation. Est-ce que la data, comment vous travaillez avec les journalistes, grosso modo ? Ce que vous leur envoyez, à quel point ça peut
orienter des thématiques ou des sujets traités par la rédaction. Alors j'imagine qu'il manque pas d'idées sur les sujets, mais comment ils peuvent eux aujourd'hui, comment ils se nourrissent de data pour le travail éditorial? Alors nous, on est une direction qui est assez détachée en fait de la rédaction. En revanche, on travaille beaucoup avec les équipes audience qui elles vont être vraiment plus en proximité de la rédaction. Donc tous les dashboards qu'on construit sont de toute façon à destination de la rédaction et de l'équipe audience. Mais après, la traduction qui en est faite, et qui est principalement de dire finalement quels sont les contenus qui ont marché, quels sont ceux qui n'ont pas marché, quelles sont les newsletters qui ont marché, quelles sont celles qui ont moins bien marché. Et là, je le fais de manière très basique. On a des indicateurs qui sont plus fins. Un peu plus granulaire. Ça, c'est des indicateurs qui sont partagés dans les confs de rédac. Et après, évidemment, il y a évidemment aucune interaction sur le choix des sujets que les journalistes pourraient traiter ou quoi. Mais ça leur donne des indicateurs. Oui, ça leur donne des indicateurs, mais ça pourrait être intéressant de voir, tu vois, des signaux. Quels sont les sujets les plus lus. Donc forcément, là, il y a une appétence en ce moment sur tel sujet, donc je vais appuyer un peu plus fort sur la production, sur tel ou tel type de sujet, tu vois, ce qui serait plutôt des signaux pour dire quels sont en ce moment les sujets tendance, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis ça peut être effectivement l'opportunité de détecter des sujets sur lesquels les lecteurs ont besoin de clés de lecture ou de plus de pédagogie. Après, je pense qu'honnêtement, l'appropriation de ces dashboards-là, il est fait pratiquement de manière individualisée, quoi. Chaque journaliste... il a une appétence ou pas au Exactement. truc, regarde et se dit, tiens, ce que je peux en tirer comme enseignement. Exactement. Ouais. Donc ça c'est assez cool. Est-ce qu'il y a des formats ou initiatives éditoriales qui ont été lancées grâce à une meilleure maîtrise de la data ou ce genre de choses, en se disant, puisque là on est capable de bien maîtriser, on peut tester des nouvelles choses? Alors, je dirais pas ça. Les initiatives éditoriales, elles viennent de la rédaction. Elles viennent de la rédaction à chaque fois. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment, que ce soit pour les Échos ou le Parisien, on travaille souvent en équipe multidisciplinaire, donc à la fois avec les éditeurs, les directions numériques, quelques personnes de la rédac, mais qui sont évidemment hyper sensibles aux problématiques numériques. Et donc, sur certaines thématiques, par exemple, je peux penser à un boulot qu'on a fait sur comment on pouvait trouver ou comment on pouvait intéresser mieux les femmes à nos contenus. Ouais. Là-dedans, on peut avoir des apports, faire des études très spécifiques de contenus dont on voit qu'ils performent mieux chez nos femmes lectrices. Ça peut effectivement après amener à des projets éditoriaux ou en tout cas à une meilleure distribution de ces contenus-là en fait, sur nos différentes plateformes. Oui, savoir si c'est mieux par une newsletter ou sur tel site ou tel vertical ou tel moment. En tout cas, tu es capable de... Ça, c'est intéressant, tu vois, de se dire comment si tu vises une certaine audience et tu es capable de voir ce qui marche et comment ça va marcher, peut-être prévoir et lancer. Exactement, donc il y a ça. Et après, il y a aussi des ciblages intelligents, en fait. Une fois qu'on a un nouveau produit ou qu'on a même simplement un produit avec de nouveaux objectifs ou des objectifs qui ont varié dans le temps, nous, on est là pour apporter une couche d'intelligence sur comment on cible mieux ces gens-là, comment on cible mieux cette cible. Je pense par exemple à des nouvelles newsletters qu'on a lancées. On est là pour trouver un bon ciblage et pour avoir des KPI qui soient super élevés, quoi. Ouais. Sur le marketing et pub, parce qu'en fait après ça, c'est des choses qui sont pas forcément propres à un média. Toi tu viens de chez Orange, en termes de pilotage sur les données marketing pub, est-ce qu'il y a des similarités avec un média? Est-ce que tu retrouves un peu les mêmes mécanismes et au final ce sont des business qui se ressemblent? Alors moi, chez Orange, j'ai travaillé longtemps, mais surtout sur des offres de contenu. Donc évidemment, je retrouve pas mal de choses en cohérence, notamment la forte dépendance à l'actualité. Et à l'actualité, par exemple, quand on vend un bouquet de chaînes de sport, évidemment, on va avoir de meilleures performances au début de la saison qu'en fin de saison. Ouais. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc il y a cette fluctuation en fonction de l'actualité. Il y a aussi le fait que toutes les offres de contenu qu'on commercialisait chez Orange, en plus de l'accès mobile ou de l'accès broadband, c'était des offres par abonnement. Donc toutes les problématiques liées au churn, au cross-sell ou à l'acquisition, c'est des choses effectivement sur lesquelles je travaille déjà. D'accord, et forcément qui intéresse sur ton profil, et en se disant effectivement les Échos, le Parisien, on va avoir les mêmes un peu similarités.
On peut peut-être justement parler un peu justement sur les stratégies de data et abonnement, parce que c'est là quand même un peu aussi le cœur du sujet. Tu l'évoquais rapidement sur le churn. J'ai lu un article de Mind en 2019 où tu évoquais qu'une maîtrise de la donnée permet de prédire le désabonnement. Alors ça, c'est un peu la martingale dans les médias et d'ailleurs d'une manière générale dans l'abonnement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez parmi ces données un peu de retour et des résultats un peu probants, vous êtes capable de détecter, alors je le rappelle, le churn, c'est le taux d'attrition, c'est quand les gens vont se désabonner, pour dire les choses. Qu'est-ce que tu as vu comme progrès par rapport à ça et à quel point vous êtes capable de prévoir et donc de faire changer d'avis l'abonné? Alors le churn, c'est un vaste sujet. Effectivement, j'en ai parlé en 2019 parce que notamment la réinternalisation de toutes nos données sur GCP, c'était le prérequis en fait à pouvoir commencer à bien travailler sur cette problématique-là et à construire des modèles de machine learning pertinents. Donc ça, c'était le prérequis. Ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un long chemin. Et ce qu'on fait sur le churn, en fait, déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on commence toujours à faire des études ad hoc. Et puis après, ça se décline et on a maintenant une méthodologie qui est très, très carrée, en fait, et qui permet à la fois de bien communiquer à tous nos partenaires au sein du groupe sur l'état d'avancement du sujet. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que cette méthodologie qu'on a mis en place, on est capable de la scaler très vite maintenant sur l'ensemble des marques. Donc, ce qu'on a appris au départ sur la marque Les Échos, on l'a répliqué très vite sur Le Parisien et maintenant sur Investir. Et c'est réplicable un peu ça, ou est-ce que c'est on va dire, une espèce de framework et tu changes un peu l'algorithme pour t'adapter à l'audience? Parce que j'imagine que c'est peut-être une question un peu bête, mais c'est un algorithme que vous développez qui doit être si le mec s'est pas connecté depuis X temps, etc., ou s'il a lu tel type d'article, ou si les interactions, c'est la même formule pour chaque média, ou vous testez? C'est exactement ça. Écoute, il faut que tu viennes travailler dans Voilà, alors de la manière dont je dis, tu sens que je ne suis pas très technique. Non, mais si, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais donc, ce qu'on a réussi à vraiment répliquer, c'est la méthodo. Donc, la méthodo, elle est super clair. Le premier point, ça va être qu'on va déjà se mettre d'accord avec l'ensemble des équipes sur qu'est-ce que c'est qu'un abonné qui part, à partir de combien de temps en fait on considère qu'une personne est churn. C'est les équipes marketing et diffusion en fait. Donc diffusion chez nous, donc c'est l'abonnement. Donc on va déjà s'intéresser à ça. Après on va regarder, la deuxième étape, c'est de regarder en fait la durée de vie de notre client et d'identifier les courbes de survie. Donc c'est-à-dire quand je recrute quelqu'un à un instant T, combien il m'en reste dans le temps, mettons chaque mois, quoi. Et en fait. Et une fois qu'on a cette courbe de survie-là, on arrive assez vite, en fait, et visuellement, à déterminer où est-ce qu'il y a le plus gros décrochage. Et donc, souvent, c'est pas un scoop, hein, c'est comme ça sur l'ensemble des marques, mais on voit qu'il y a un décrochage très tôt, en fait, après la prise d'abonnement, autour de un mois et demi, il y a après un la période décrochage. d'essai ou Même pas forcément. Certaines fois, oui, ça s'explique par la fin d'une promo à 1 euro, par exemple, qui est assez classique, mais pas tout le temps. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a identifié déjà notre première marche sur laquelle il faut qu'on lutte, on va regarder tout un tas de features et surtout l'évolution de ces features dans le temps, mais au cours des 2 premières semaines de l'abonnement, 3 premières semaines, en tout cas avant que la personne songe à résilier son abonnement, pour pouvoir mettre en place aussi très très vite des plans d'action derrière avant que la date fatidique n'arrive. Et donc ça c'est hyper intéressant. Donc on brasse là des centaines de features et des centaines d'évolutions en fait de features entre qu'est-ce qui se passe la première semaine, la deuxième semaine et comment ça évolue. Et donc c'est ça en fait qui va être adapté marque par marque parce qu'on n'a pas évidemment c'est pas la même, voilà, tous les produits ne sont pas les mêmes, les fréquences de visite, les usages et tout ça sont différents. Donc c'est là que ça s'adapte en fait. Ensuite on va mettre en place très vite le plan d'action et donc souvent ça passe par des programmes marketing, donc d'emailing, ça peut passer par du retargeting sur le site, ça passe par de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, on a toute une batterie en fait d'actions qu'on enclenche derrière. Et donc ça c'est la partie targeting sur laquelle mon équipe aussi intervient, notamment pour la partie ciblage emailing. Ouais. Et puis le dernier point, c'est après d'être capable de monitorer dans le temps ces actions-là et de voir si effectivement ou pas on a une baisse du churn. Ouais, et ça c'est au niveau individuel, c'est-à-dire que si moi, François, j'entre dans ce schéma à un moment donné, j'entre dans ce segment à risque au bout du mois, tout le targeting après va s'adapter en fonction de mes actions, de mes réactions. Donc c'est quand même au niveau de l'individu, vous êtes capable de bien le suivre et de... Exactement. Alors, on connaît pas ton nom, on regarde pas toi précisément, on regarde ton ID, hein, bien sûr. Ouais. Mais oui, exactement, c'est à l'individu.
Donc là, ça commence à devenir assez poussé. Et surtout, moi ce dont je suis fière, c'est qu'on est arrivé vraiment à réduire le temps pour mettre à disposition un plan d'action, en fait. Tu veux, de la partie... C'est-à-dire quand on a démarré nos travaux sur le churn, entre le moment où on mettait en place l'étude dont je te parlais, tu vois, d'essayer de comprendre la courbe de survie, comment elle marchait, et la mise en place d'un programme d'emailing, par exemple, il pouvait y avoir 8 mois. Et depuis, on l'a fait sur toutes les autres marques. Maintenant, on arrive à faire des choses en 3 mois, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est ça qui est impressionnant, c'est la vélocité que ça nous a permis de... Mais une fois qu'elles sont en place, elles sont en place. Enfin, je veux dire que ça te prenne 3 mois ou 8 mois, une fois que tu as mis en place ce truc autour où tu veux dire qu'il y a différentes phases, quoi. Parce que là, tu avais l'air de parler de cette phase de survie, non, pardon, le terme. La courbe de survie. Tu disais, genre, c'est 1 mois. Mais ça, une fois que tu l'as identifié, je sais pas, il y a 2 ans, par exemple, tu as tout un plan d'action qui se met en place. Qu'est-ce que tu as besoin de refaire dessus, si ce n'est jouer avec des variables? En fait, là, ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai rien besoin de faire. Mais par contre, tu as besoin d'être sûr que tu as étudié les bonnes features. Et puis, tu as besoin d'être sûr que derrière, quand tu monitores ton plan d'action que tu as mis en place, il est efficace ou pas. Ouais. Donc, c'est ça qui est compliqué à mettre en place. En fait, toutes les actions qui découlent du plan d'action pour cibler vraiment cette partie-là. Et il y a du succès là-dessus? Vous avez baissé, je ne sais pas si c'est une donnée publique, le taux de churn Alors, c'est pas public. Mais sinon, en termes d'évolution... c'est vachement bien. Là, on commence à avoir les premiers résultats, parce que c'est long aussi d'avoir des résultats. Vu que c'est très spécifique à chaque fois, il faut le temps d'avoir suffisamment de volume pour que les données soient significatives. Mais oui, ça commence à vraiment bien marcher, quoi. Ouais. Et parce que là, j'imagine qu'en fait, c'est du... Effectivement, c'est du business direct, quoi. Quelqu'un qui ne se désabonne pas, qui reste, etc. Et plus il va rester, plus il va venir, plus il sera enclin à se réabonner derrière, quoi. C'est un enjeu donc là, majeur. Il y a un impact très direct. Voilà, il est moins lisible, c'est-à-dire qu'on est moins capable d'isoler la performance directe de la data, parce qu'en fait, les plans d'action, c'est des plans d'action qui peuvent être produits, qui peuvent être rédac. C'est un mix de tout un tas de choses, en fait. Mais c'est clair que là, l'apport de la data est déterminant là-dessus. Ouais. Est-ce que vous faites un peu de personnalisation du contenu grâce à la data? Tu sais, sur le site, alors ça c'est pareil, c'est un peu, je dis le terme martingale ou le serpent de mer, peu importe le terme, mais il y a toujours eu un peu ce rêve dans les médias de pouvoir vraiment bien personnaliser une home en fonction justement des comportements, etc. Est-ce que vous avez testé un peu de personnalisation sur vos sites? Alors, il peut y avoir des choses, ou il a pu y avoir des choses sur les articles les plus lus. C'est pas quelque chose sur lequel on travaille. En revanche, on a des projets de personnalisation plutôt de newsletter. Ouais. Et là, on est en train de développer pas mal de supports, qui intègrent de la personnalisation. Et là, c'est la personnalisation. Je sais pas si tu peux en parler. À quel niveau, au-delà du cher prénom, etc. C'est vraiment le contenu même de la newsletter. C'est-à-dire que si moi vous arrivez à identifier ou en déclaratif que je suis fan de tel sujet, je vais recevoir une newsletter avec les bons sujets. C'est exactement ça. On va te déterminer une appétence pour telle ou telle thématique et on va te proposer des sujets en lien avec cette thématique-là que tu n'auras pas lu. Y a aussi d'autres choses. Par exemple, on peut imaginer que ton entreprise, elle fait partie du secteur média. On va te dire aussi voilà ce que les autres entreprises de ton secteur ont lu. On va pouvoir te dire des choses comme ça. Après, on a tout un tas de... ça dépend aussi des titres et des bénéfices de chacun des titres. Là, on développe aussi des choses en rapport avec les archives. Tu vois. Qu'est-ce qui était le plus lu il y a 2 ans? Qu'est-ce qui était le plus lu il y a 30 ans, par exemple, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. C'est toujours pareil, trouver le bon angle éditorial sur la reprise des archives, mais je pense que la data permet là-dessus de faire pas mal de trucs. Et sur le travail des newsletters, justement, on parle de data et souvent on parle de pression marketing, parce que avoir toute cette donnée permet un peu de réconcilier et donc de voir si peut-être parfois il y a trop de choses, trop d'envois, etc. Donc pareil, de mesurer sur les newsletters. Vous avez mis des choses en place là-dessus pour un peu mesurer la performance de ce que vous faites? Alors ça, je suis super... merci de me poser cette question parce que je suis hyper engagée là-dedans et notamment dans comment on limite la pression en fait, sur nos contacts et sur nos adresses mail.
Donc il y a vraiment un travail déjà très fin qui est fait sur chaque envoi, évidemment de taux d'ouverture, de taux de clic, mais maintenant on le regarde aussi beaucoup plus qu'avant sur les performances chez les abonnés et chez les inscrits. On essaye vraiment de dissocier ces deux populations-là pour voir qu'est-ce qui permet de faire quoi. Est-ce que ça permet de fidéliser? Est-ce que ça permet de recruter? Enfin, quel est le rôle de chacune des newsletters? On regarde les volumes de nouveaux inscrits, évidemment. On regarde aussi les désinscriptions. Et donc voilà, ça c'est des KPI qu'on regarde de manière complètement systématique maintenant. Et un gros boulot qui a été fait au cours des 2 dernières années, donc c'est de limiter cette pression commerciale et qu'on arrête d'envoyer, de sursolliciter des gens qui n'ouvrent pas leurs sollicitations pendant X jours, X mois. Mais c'est-à-dire qu'avant, c'était pas regardé du tout? Parce qu'en plus, il y a deux choses. Il y a les newsletters éditoriales, il y a les newsletters de promotion, etc., plus après des trucs partenaires. Donc c'est vrai que à un moment donné, il faut que tout le monde se parle ou que vous ayez une vision globale, parce que sinon c'est un enfer. Tu abîmes ta marque à recevoir trop de choses. Moi, je sais que au bout d'un moment, ça me saoule et je me désinscris, tu vois, s'il y a trop de choses. Donc il y a des règles de pression commerciale qui existent et qui permettent en gros de séquencer en fait et de prioriser les emails qu'on va adresser à quelqu'un. Donc en privilégiant évidemment toujours l'éditorial et après en imposant des règles à chaque business unit sur la partie commerciale. Mais sur la partie éditoriale qui peut vite être très très volumique parce que sur l'ensemble des sollicitations, là je parlais de plus d'1 milliard d'emails qu'on envoie. Voilà, très très grosse majorité, pour pas dire 90%, c'est des newsletters éditoriales parce qu'elles sont envoyées chaque jour la plupart. La plupart sont des newsletters quotidiennes. Donc il faut absolument qu'on travaille sur le nettoyage de ces bases et sur la data hygiène, ce qu'on appelle nous la data hygiène. Et donc, on a mis en place maintenant de manière très claire des règles de gestion qui font qu'à partir de X sollicitations non ouvertes, on arrête de l'envoyer. Mais ça a été un petit travail. Et c'est individuel, c'est-à-dire que... Individuel. Ok, ouais, ça c'est bien. Bah, et ça a été vraiment un changement de mindset à avoir parce que pendant longtemps, on considérait que plus on envoyait, plus on avait de chances de récolter. Hein. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas le cas et on s'aperçoit que c'est vertueux après aussi pour augmenter nos taux d'ouverture sur les newsletters, sur la délivrabilité aussi, sur les critères de délivrabilité. C'est hyper important. Ça nous fait augmenter notre délivrabilité. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est regarder. Si tu envoies des choses qui ne sont pas ouvertes, exactement, ton score se dégrade. Auprès des FAI, ouais. Ouais. Mais ça c'est bien parce que tu vois, ça fait penser un peu à des Netflix qui, alors c'était un peu un coup marketing, j'en ai déjà parlé ici, mais désabonnent des gens qui n'utilisent pas leur service. Je pense qu'à un moment donné, pour ta marque, vous êtes suffisamment bon et fort et avec du bon contenu pour pouvoir dire si quelqu'un n'ouvre pas ma newsletter, je le désabonne. Au-delà même du score, FAI, etc. Faut pas... tu vois ce que je veux dire, vaut mieux avoir des abonnés qui utilisent qualitatifs, ouais, etc. C'est vertueux pour tout, pour le fait qu'ils se réabonnent, pour les annonceurs, etc., que d'aller, entre guillemets, frapper à toutes les portes en disant « Allez, on envoie à tout le monde, etc. » Donc, je parlais d'abîmer la marque, c'est ça, quoi. Hein. Je suis d'accord, complètement d'accord. Mais c'est une idée qui a mis, tu vois, un peu de temps à... Faut convaincre les gens du marketing, etc., tu vois, qui eux se disent « Plus on envoie... » Bon, après, voilà, vous avez fait du chemin là-dessus, tant mieux. Donc, c'est la data hygiène, ça. Hein. C'est ce que j'appelle la data hygiène. Ouais, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça en tout cas. Ouais, mais je vois bien ce que c'est. J'ai encore une question qui est un peu aussi récurrente, tu sais, la fin du cookie, qui force, entre guillemets, mais ça fait déjà un moment, les éditeurs à se poser différentes questions, à bien travailler la donnée. Comment vous êtes préparé, où vous en êtes aux Échos Le Parisien sur la fin du cookie ? Eh ben, on s'est préparé très en amont et du coup, on est assez prêt. En fait, on est assez prêt. On a pas mal de plans d'action. Donc, il y a un sujet évidemment qui est comment. Il y a un sujet technique en fait. Hein, et donc, ouais. On est actuellement en train de se doter d'un nouvel outil de DMP. Donc ça c'est un premier point et puis après en fait c'est surtout comment on améliore notre collecte de first party data et comment on améliore nos logs en fait et la proportion de lecteurs qui se loguent à nos sites. Le log c'est un formidable c'est un formidable. Vous avez un SSO entre les Échos, le Parisien, vos différents titres? Non, il y en a pas. Il y a un projet? Non, il n'y en a pas non plus. Pourtant, vous avez dû vous poser la question, j'imagine. Oui, il y a d'autres endroits en fait, où il y a des synergies. Par exemple, quand on collecte de l'opt-in, on va pouvoir collecter de l'opt-in groupe, qui va nous permettre ensuite d'envoyer des sollicitations à l'ensemble des différentes marques du groupe. Donc ça, on le fait. Mais par contre, il n'y a pas de projet de SSO commun. Non. En fait, les deux principales marques Étendard sont sur 2 sites et 2 interfaces techniques très différentes. Donc c'est pas un sujet. Ouais, c'est pas évident. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare
activement à comment on collecte mieux de la donnée first party data. Donc, par exemple, en réintégrant de temps en temps des champs au moment de la collecte de données, puisqu'on a eu tendance plutôt à raccourcir le tunnel d'abonnement au maximum, donc à se priver de données. En plus de ça, que ce soit les Échos ou le Parisien, on a changé de modèle. Donc pendant longtemps, on avait un modèle qu'on appelait le Method Paywall. Je sais pas si où tu as quelques articles gratuits. Et puis après, en laissant son adresse mail, on avait 3 articles supplémentaires, par exemple. Donc on a changé de modèle et les 2 marques sont passées sur un modèle freemium avec simplement des articles réservés aux abonnés ou non. Du coup, on s'est privé d'une source de données qui était l'adresse mail à ce moment-là, avec des super scores d'ailleurs sur l'abonnement. C'est évidemment ce qui a participé à la hausse des abonnements. Ça, c'est un point peut-être que j'ai pas dit, mais le Parisien a quand même doublé son nombre d'abonnés numériques en 2 ans. C'est fou quand même de le rappeler. Alors, après, je pense qu'il y a aussi le marché aussi qui évolue, mais doublé comme ça en 2 ans. Le marché, le Covid est passé par là aussi, et donc voilà, c'était vertueux, en tout cas sur la partie abonnement pour l'ensemble des titres français. Et puis les Échos, c'est une croissance, je crois, de 30% aussi en 2 ans des abonnements numériques, donc c'est massif. Ouais. Mais si je dois en revenir juste au log, le log, c'est un chantier, moi, qui me tient à cœur parce que c'est vertueux, en fait, pour tout un tas de sujets. C'est vertueux pour nos algorithmes qui vont mieux apprendre. C'est vertueux pour la publicité parce que l'audience loguée, elle est plus qualitative. C'est vertueux en termes de connaissances clients parce que ça nous permet d'améliorer beaucoup notre connaissance de nos lecteurs quand on est capable d'identifier clairement qui c'est plutôt qu'un cookie qui va se rafraîchir. Ouais. Donc voilà, donc il y a vraiment des plans d'action qui sont, en fait, comment je fais pour donner des bénéfices aux gens qui se loguent. Et donc, c'est des plans d'action qui sont plutôt portés par les directions numériques, qui vont être de comprendre et d'imaginer des fonctionnalités. Ouais, quel avantage on peut donner. Exactement. Que ce soit en édito, l'accès à des newsletters. Exactement. Ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est la clé. On parle de data là aujourd'hui, mais cette data, c'est ce consentement et le log, c'est vraiment un peu la clé pour derrière mieux connaître, mieux vendre, mieux transformer en abonnés. Ce que vous réussissez a priori plutôt bien à faire. C'est vrai, ouais. Pour un peu la big picture, est-ce qu'il y a eu des nouveaux business qui ont été permis par la strat data, tu crois, en 4 ans? Est-ce que toi, t'en as vu? Qu'est-ce que... J'espère bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau business, comme projet? Des choses qui ont même peut-être pas marché. On parlait d'apprentissage au début de cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a des succès, des échecs? Alors, déjà, ce qu'on évoquait en début d'interview, c'est sur la partie publicitaire, et c'est là que c'est effectivement le plus lisible. Ce qu'on a fait côté Le Parisien, c'est que la régie et nous avons marketé en fait des segments qui n'existaient pas avant, qui s'appellent les citoyens du mieux, par exemple. Et donc, on allait de manière très fine identifier des profils de consommateurs en fait qui veulent mieux, par exemple, se déplacer ou mieux consommer, etc. Et mon équipe a en fait vraiment travaillé sur qu'est-ce que c'est que la définition de ces gens-là, comment on peut créer à partir des mots qui sont contenus dans les articles des profils de gens qui vont être intéressants et commercialisables par la régie auprès des annonceurs. Ouais, ça c'est cool. Voilà, ça a de la valeur, ça. Donc ça, on a eu, on a créé cette offre-là l'an dernier avec 6 profils qui s'appellent Data Citoyens du Mieux, donc qui sont commercialisés. Donc ça, c'est un apport direct. Après, le churn, quand on en a parlé, en fait, le churn, c'est du CA donc qui se voit moins et qui se lit moins directement, et sur lequel, en tout cas, il est moins facile d'identifier vraiment spécifiquement la contribution de la data, mais ça, c'est du chiffre d'affaires. Il y a aussi beaucoup de projets autour de la fraude, en fait, et de la lutte contre la fraude et de la lutte contre le partage de comptes. Quel type le partage de comptes? Oui, exactement, parce que ça nous touche de très près. Donc, on a mis en place des outils qui permettent ensuite aux équipes commerciales d'aller en fait taper dans cette base de prospects tièdes et d'en convertir un maximum à l'abonnement. Et donc, ça passe par des mécanismes d'accès concomitants, d'interdire des accès concomitants, tout en trouvant, j'imagine, Ça peut être ça, ou ça peut être aussi de manière plus douce, par des contacts. Oui, c'est ça, parce que ça reste il y a quand même quelqu'un qui a payé l'abonnement à un moment donné. Et ça, c'est plutôt bien pris. Vous avez des retours là-dessus, soit en taux de transfo, ou est-ce que tu es capable de faire le lien entre ta campagne anti-fraude et de l'abonnement? Comment tu fais pour faire que la deuxième personne, ou troisième, ou quatrième, je ne sais pas combien il doit y avoir des beaux trucs, mais s'abonne? Alors, ça, c'est des chiffres, évidemment, que je ne peux pas donner. Mais déjà, le premier point qui est pour moi un succès, c'est que parmi les gens qu'on contacte,
100% d'entre eux reconnaissent qu'il y a un usage, disons, pas frauduleux, mais excessif, et sont d'accord avec ça, quoi. Alors, soit parce qu'effectivement, ils peuvent avoir un nombre de devices, parce qu'ils ont des résidences secondaires, parce qu'ils ont plusieurs téléphones et plusieurs ordinateurs. Soit parce qu'il y a un peu de partage. Soit parce qu'il y a du partage. Et ils le reconnaissent assez facilement. Donc ça, c'est un point déjà qui pour moi, est hyper vertueux. Et puis le deuxième point, après, c'est combien on arrive à en convertir. Et sur celui-là, je ne peux pas donner d'indicateur. Mais donc, tu les contactes, ces gens-là, ou c'est juste une pop-in qui dit vous êtes déjà connecté? On a différents moyens de contact avec eux, ouais. Parce qu'en même temps, et là, c'est un sujet alors qui est peut-être moins data, mais tu vois, quand tu avais un magazine, un journal, tu pouvais le passer, tu peux le mettre sur la table. Ici, personne, il y a le taux de circulation. D'accord, mais tu as rarement 200 personnes chez toi, par exemple, quand même. Non, exactement. Alors, si vous ciblez plutôt ceux qui sont à 200, ça, je peux le comprendre. Moi, j'étais plus dans l'usage, au sein de ta famille ou à un pote, tu passes tes accès. Quelque part, ça participe aussi à montrer la valeur d'un journal, d'une marque. Les gens ne peuvent pas forcément... Non, si tu parles de 200... Oui, tu vois, voilà. On est plutôt dans ce genre la fraude, d'échelle. Voilà, exactement. C'est pas juste le partage familial. Et puis après, juste dans les autres contributions, par exemple, là, je te parlais de produits de newsletters personnalisés qu'on pourrait mettre en place. Si ces produits-là sont réservés à des niveaux d'offres supérieurs, on participe du coup à la valeur de tel ou tel produit, en fait. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles la data est contributrice de valeur. Ouais. Donc la data est partout et demain tout sera piloté par la data. Enfin, c'est déjà un peu le cas dans le groupe, là. Non, je dirais pas que c'est... Enfin, on dit qu'on a un groupe data-driven. Genre, je sais pas si on est complètement drivé par la data. En revanche, ce que je vois, c'est qu'on est plus jamais absent d'aucun sujet et que la data... Je disais, t'es au COMEX, donc c'est la data, elle est quand même un peu au cœur. Elle est au cœur et surtout elle est au cœur en fait des projets. On voit qu'il n'y a plus de lancement de projet maintenant sur lequel on n'a pas besoin d'une data de base pour construire ce projet et aller au bout. Et puis il n'y a plus aucun projet qui se fait aussi maintenant sans monitoring et sans monitorer les KPI pour s'assurer que on soit au niveau des objectifs, quoi. Il va y avoir encore pas mal de dashboards à venir. Et oui. Dernière question, un peu pour voir les synergies dont on a parlé un peu entre le Parisien et les Échos. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors peut-être plus sur le côté commercialisation de la donnée ou des partenariats, etc. Mais moins sur le côté technique. Est-ce qu'avec d'autres marques et annonceurs du groupe LVMH, il y a des synergies? Est-ce que tu discutes avec d'autres Chief Data Officers? Est-ce qu'il y a des projets mis en place? Alors déjà, juste peut-être sur la partie synergie, je voudrais, déjà le fait de réinternaliser l'ensemble des données du groupe dans cette base, c'est déjà vraiment une mutualisation. C'est-à-dire qu'on mutualise aussi les ingestions de données, on mutualise tous nos stacks techniques. Un profil est unique. Si j'ai un abonnement Le Parisien et un abonnement Les Échos, j'ai un seul profil. Non, alors t'en as un qu'on sera capable de réconcilier bientôt, mais qu'on n'utilise pas. Mais par contre, tu peux avoir un abonné Le Parisien qui a accepté que l'ensemble des marques du groupe Les Échos Le Parisien le contactent. D'accord. Ouais. Et donc, ça se traduit donc par un opt-in que le lecteur accepte, auquel il consent. Donc en fait, ça existe. Il y a quand même des synergies qui sont déjà en place. Et après, on peut imaginer demain aussi tout un tas d'offres de cross-sell. Ça c'est sans doute dans les mois qui arrivent. Et pour répondre sur la partie, peut-être la partie LVMH, on a vraiment depuis 2 ans, il y a un board data qui existe où effectivement on se rencontre avec l'ensemble des Chief Data Officers du groupe. Dans le but de partager des bonnes pratiques la plupart du temps. Ça te donne des idées, en fait. Ça te donne vraiment des inspirations de voir que les marques du luxe... Nous, on est une maison un peu à part, évidemment, dans l'ensemble du paysage des Échos. Ouais. Mais malgré tout, ça donne vraiment des sources d'inspiration sur la personnalisation, notamment, ou sur aussi les newsletters. En fait, on peut aussi leur apporter des choses là-dessus. Surtout que vous devez être quand même beaucoup plus avancé que les autres marques luxe sur la connaissance de vos utilisateurs. Vous allez avoir beaucoup plus de data, parce qu'enfin des sites de luxe, c'est pas que tu te logs pas tous les jours pour lire, etc. Donc vous devez être
un peu plus en avance là-dessus. Ouais, parce que tu as en tête que la partie digitale. Ouais. Bon, alors déjà, dans le groupe, il y a des maisons comme Sephora hein, qui sont quand même super... qui sont pas mal en termes de conversion data. Mais après, tu as d'autres données qui sont des données clients de points de vente physique aussi qui remontent. Et donc, eux, ils ont aussi cet enjeu-là. Puis, ils ont d'autres enjeux parce qu'ils c'est des marques globales la plupart du temps. Donc, ils ont des enjeux en Asie notamment qui sont hyper importants. Donc, ils sont très loin des miens, mais qui sont très intéressants à regarder. Et puis c'est aussi en tout cas l'opportunité de partager sur la qualité, la performance des outils. On a beaucoup d'insights sur cette partie-là aussi. Et pas d'objectifs de grande mutualisation sur les plateformes, sur les technos, etc. En fait, moi, souvent, quand je vais dans ces boards-là, finalement, j'ai l'impression d'avoir la même chose à faire avec mon groupe Les Échos Le Parisien, qui est plus petit, mais qui est composé de 25 BU, en fait. Ouais. Donc, j'ai déjà cette première couche, moi, qui est de... Et qui est déjà pas mal. Voilà. Et en termes d'inspiration, toi, donc on l'a dit, tu as été chez Orange, là, tu es dans un groupe média, donc... tu peux passer d'une industrie à une autre. C'est quoi tes inspirations au quotidien, les choses qui t'inspirent en termes de data ou de grands projets, des choses dont tu pourrais nous parler? Alors, nos sources d'inspiration. Alors, côté média, évidemment, le New York Times, ça reste quand même la référence. Je pense que tu peux demander à l'ensemble des acteurs de la presse. Et ils sont très bons aussi sur les souscriptions, prises d'abonnement, etc. On pourrait en parler, tu vois, sur le bundling, les newsletters, des choses que vous faites, mais je pense qu'effectivement, c'est une bonne inspiration. Je confirme. Ouais, tu confirmes. Donc ça, c'est évidemment nos stars. Mais après, moi, il y a d'autres médias qui m'inspirent. Le Télégraphe, NZZ, le FT aussi, le Financial Times. Ça, c'est sur toute la partie comment ils ont réussi à améliorer leur taux de log, par exemple. Ces gens, ils sont fous, quoi. Alors après, ça donne aussi... tu les rencontres, justement, ces gens-là? Est-ce que tu vas dans des conférences? Est-ce que tu vois, il y a des groupes, par exemple, en France, comme le Geste, mais t'as l'INMA, t'as pas mal de choses qui existent. Est-ce que t'as rencontré quelques pairs? Ah oui, évidemment. Alors ça, on a eu de la chance. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans toutes les activités que c'est aussi développé. On a des organismes professionnels qui sont très forts. Il y a le Geste, on a parlé. Il y a l'OPA. Qui émane de la WANIFRA. Il y a l'INMA, effectivement. Moi, je fais partie aussi d'un groupe de travail sur la data où je rencontre mes pairs. Et puis après, on a la chance parfois, donc avant le Covid notamment, de faire des voyages d'études à l'étranger où on rencontre nos pairs. Ouais, c'est effectivement, ça doit être pas mal enrichissant. Bah ça, évidemment, ça donne plein d'inspiration. Ouais. Donc ça, c'est sur la partie média. Après, sur ce qui va être personnalisation, ils peuvent être des sources d'inspiration, évidemment, ceux que j'ai précédemment cités, mais il y a des choses juste, moi, chez Spotify ou chez Deezer, qui restent quand même des sources d'inspiration. Sur la partie gouvernance, qui est un sujet pour moi. Là, je vais plutôt regarder du côté des grands groupes, en fait, les grands groupes du CAC, comment ils sont structurés, ou même, ça peut être dans des secteurs d'activité hyper variés. Je pense à Saint-Gobain, par exemple, qui ont des dashboards qui me font rêver, EDF aussi. Donc moi, je vais regarder de ce côté-là pour la partie data gouvernance. Et puis pour la partie plus... peut-être SSO dont on parlait tout à l'heure. Moi, je voudrais rendre un hommage vraiment appuyé au gros travail qui a été fait à travers France Connect. Je crois que France Connect aujourd'hui... Donc, service public qui permet de se connecter... qui permet de se connecter à l'ensemble des services de l'administration, et maintenant plus de 900 services, si j'ai bien lu. Et donc ça, c'est un boulot qui a été, je trouve, remarquable, parce qu'en tant qu'utilisateur et en termes de transformation de la relation entre un citoyen et son administration, c'est hyper puissant, je trouve. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont pas loin de 28 millions de Français qui se servent de ces services-là à chaque... C'est que ça marche bien, tu vois. Moi, je l'utilise pour 2-3 services, notamment les impôts, etc. C'est vrai qu'ils sont des bonnes équipes. Ils savent bien gérer, et c'est aller vite, parce que il y a quelques années, les impôts, c'était un peu une vraie galère, etc. Et maintenant, tu te connectes en un clic. Il n'y a plus d'histoire de changer tu sais, le login avec ton numéro fiscal ou les montants, etc. Ça marche, toutes les données sont là. Et c'est des gros volumes, comme tu le dis, quoi. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Alors après, je me suis intéressée d'un peu plus près, là, quand même, à comment ça avait été monté, tout ça. Donc ça commence quand même en 2014, ce projet-là. Donc il y a eu plusieurs ères, sous plusieurs présidences.
France d'ailleurs, mais sur le dernier quinquennat, ça a vraiment effectivement complètement pulsé, quoi. Et donc demain, vous pourriez utiliser France Connect pour se connecter aux je sais pas, mais en tout cas, je les parisiens. admire et je me dis, le jour où on arrivera à faire un produit et un SSO de cette qualité-là, ce sera vraiment extraordinaire. Mais c'est intéressant quand même le sujet du SSO. Hein. Tu sais, il y avait eu Pass Média dans les médias. Après, on peut aussi se tourner vers le futur et se dire, est-ce que demain, le SSO, c'est pas le wallet? Tu sais, chacun aura son propre un petit bout de code et aura les données et pourra se connecter avec, tu vois, un système un peu indépendant et redonner un peu le contrôle. Alors ça va pas dans le sens de ce que tu fais parce que ça veut dire plus de contrôle de l'utilisateur des données. Mais je pense que de toute façon, vous êtes dans quelque chose aussi d'assez sain. C'est que vous n'utilisez pas de données contre la vie, son consentement, etc. Donc, on est très, très sensibilisé à l'ensemble des problématiques RGPD. Honnêtement, c'est un long chemin de se mettre en conformité. Donc, c'est jamais complètement fini, je pense. Mais c'est bien de le reconnaître. C'est pas simple d'être en compliant vraiment full. Alors, j'imagine, toi, dans un grand groupe, ça doit être un peu, des fois, s'arracher les cheveux ou avoir peur, mais c'est jamais fini, quoi. C'est jamais fini, mais on a vraiment, je pense, tourné plusieurs pages là au cours des 3 dernières années. Donc on est vraiment sur la voie. J'imagine qu'on doit encore pouvoir trouver des trucs à améliorer, mais on est vraiment. En tout cas, c'est un sujet qui est dans la tête de l'ensemble des équipes tout le temps, quoi. C'est toi la DPO ou non? C'est un autre rôle? Non, c'est le directeur juridique qui D'accord. est DPO. Mais on a des copies, le RGPD extrêmement fréquents, et puis des sujets à revendre, en fait. On échange très, très souvent. J'imagine que ça doit être intéressant aussi, ces discussions-là. Et donc, des gros chantiers encore à venir. Ce que tu dis, voilà, vous êtes un peu au début, vous venez seulement un peu de réinternaliser, de passer sur Google. Il y a des grands projets dont tu peux nous parler, des choses qui sont sur ta roadmap les grands projets, il y a le projet d'ID unique, là, dont on a parlé. Ça, c'est un vaste chantier technique. Et puis après, il y a beaucoup d'intelligence à mettre avant que ça commence à développer du chiffre d'affaires. Il y a un projet qu'on n'a pas encore cranté et alors, je ne sais pas si on l'a fait dans le mauvais sens ou si c'était bien de le faire comme ça, mais il y a des sujets de data gouvernance, en fait, qui sont très lourds à mettre en place. Qu'il n'était pas facile de mettre en place tant qu'on n'avait pas un outil commun, mais maintenant qu'on en a un, je pense que c'est important qu'on se mette dedans. Mais ça, finalement, j'ai l'impression qu'on suit un peu le marché, quoi. Il y a des gens qui l'ont fait dans le bon sens, il y en a d'autres qui le font comme nous. Et puis, il y a toujours beaucoup de questions autour de la data gouvernance et comment on l'améliore, parce que c'est quand même compliqué que tout repose, toutes les connaissances de la data reposent en fait au sein d'une équipe centrale. Et souvent, il y a quand même des gens qui ont de l'intelligence et de la connaissance de leurs données dans les différentes BU. Donc, il faut que ça remonte. Et aussi, il y a aussi que nous, on soit capable de leur redescendre de l'information et des best practices. Mais voilà, donc il y a tous ces liens, je pense, qui sont à créer, qui sont importants. Qui sont moins core business, mais qui sont hyper importants pour un peu le partage de cette connaissance, etc. Et qu'on puisse voir comment ça va. Et puis dans les autres sujets core business, de toute façon, globalement, une fois qu'on a travaillé sur le churn, l'étape d'après, c'est de travailler sur la propension à souscrire. Et donc, globalement, on sait bien qu'un an sur deux, on va travailler sur le churn et l'autre année, on va travailler sur la propension à l'abonnement. Donc ça, c'est évidemment, c'est pour les prochains mois, quoi. C'est le running, quoi. Voilà. L'un puis l'autre. Écoute, super. Merci Violette pour ton temps. C'est données que tu as pu nous communiquer dans la mesure du possible, parce qu'on sait bien effectivement qu'il y a aussi un peu de compétition, qu'il y a des choses qui sont un peu secrètes, on l'entend bien. C'était très cool de t'avoir et de pouvoir parler un peu data d'un beau groupe comme ça. En plus, c'est toujours impressionnant, des beaux chiffres. Merci. Donc merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.